présenter le programme d'aujourd'hui. Donc, comme à mon habitude, je vous ferai un bref retour sur le calendrier pour vous dire où nous en sommes et où est-ce que nous en allons. Je ferai également un petit focus sur le business case que vous avez dû regarder sur Academy pour juste marquer les points importants de ce business case. Et aujourd'hui, je suis également ravi d'accueillir Karine Miquel, qui est donc directrice marketing chez Cali Consult, qui a bien voulu venir témoigner des engagements SBTI de Cali Consult et qui était aussi ancienne participante à l'accélérateur climat de l'édition 2023. Je ne dis pas de bêtises. Donc, je te remercie, Karine, 22 d'être même. 2022. Ah ben, Ouais. voilà. Je te remercie d'être présente avec nous ici aujourd'hui. Merci Merlin, bonjour à tous. Voilà, et à l'issue de cette présentation, nous aurons un petit temps d'échange pour les questions-réponses, voilà, et puis un peu dynamiser notre petit groupe d'échange. Donc voilà, aujourd'hui, les objectifs de cette séance seront de bien comprendre les avantages SBTI, car nous sommes là à la session numéro 5 et nous nous en allons petit à petit vers la fin du programme de l'accélérateur climat. Donc, ce sera aussi l'occasion pour vous de poser vos questions sur SBTI pour que vous Des puissiez vraiment questions. avoir toutes les cartes en main et de Et moi, je pouvoir... vais poser une question, mais pas Oui, en public. oui, bien sûr, vous pourrez ensuite poser toutes les questions par mail si vous le désirez. Il y aura aussi des sessions de l'accélérateur climat qui seront organisées par le siège. Vous pourrez aussi poser vos questions à ce moment-là, donc j'y reviendrai plus tard. Mais voilà, aussi l'objectif important d'aujourd'hui est d'entendre un témoignage d'une entreprise comme Kelly Consult qui a déjà soumis ses objectifs SBTI et que vous puissiez avoir une vision beaucoup plus pratique de toute la théorie que nous avons vue jusqu'à présent. Donc voilà, à la fin de cette présentation, nous aurons donc un moment pour échanger nos expériences, nos réflexions et pour poser les questions. Par contre, moi, je me suis fixé, je ne sais pas si je vais y arriver, mais de reprendre tous les trucs acte pas à pas, parce qu'avec SBTI Allô, est-ce que vous aviez une question? Ah, je crois que c'était un bruit de fond. Alors oui, je vous demanderai, pour ne pas répéter ce genre de petit couac, d'éteindre vos micros si vous ne voulez pas prendre la parole, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de bruit de fond. Je vous remercie. Voilà, nous allons commencer. Alors allons-y. Voici le calendrier d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 15 octobre et nous sommes dans la partie rouge. Nous sommes dans le premier onglet du module 3. Pour aujourd'hui, vous deviez donc regarder les vidéos du dossier d'entreprise SBT et de l'étude de cas d'entreprise. J'attire votre attention sur la partie verte de notre calendrier qui est donc le 17 octobre. Dans 2 jours, c'est jeudi. Ce sera une session organisée par le siège qui se concentrera sur la correction de votre exercice pratique que vous avez dû réaliser en amont de cette session. Donc, ce sera une session organisée par le siège. Donc, je ne serai pas votre interlocuteur, ce sera mes confrères du siège. Et ce sera une session qui sera entièrement dédiée à la correction de votre exercice pratique. Il y aura également une deuxième session organisée par le siège qui sera le 24 octobre, qui s'intitulera SBTI questions-réponses et qui portera également sur la correction de l'exercice, mais aussi qui sera dédiée à toutes les questions et réponses de tous les participants de l'accélérateur climat en Europe. Donc, je vous conseille vivement de participer à cette session du 17 octobre, car la session SBTI du question-réponse se déroulera le même jour
que la prochaine session que j'organiserai moi-même, qui portera sur le management des émissions de GES. En effet, la session organisée par le siège SBTI questions-réponses se déroulera à 8 heures du matin. Malheureusement, voilà, c'est le créneau horaire que nous avons eu de par, de par mes collègues du siège à New York. Et la session que j'animerai, qui sera sur le management des émissions de GES, se déroulera à 15 heures. Donc voilà, ça sera malheureusement le 24 octobre, 2 sessions d'accélérateur climat dans le même jour. C'est pour cela que je vous conseille de participer à l'exercice pratique le 17 octobre, parce que c'est vraiment là que vous pourrez poser aussi toutes vos questions. Oui, Caroline, vous aviez une question? Oui, je voulais savoir, la session du 24 octobre, c'est bien aussi une correction, c'est la même chose que celle du 17. Voilà, c'est ça. Il y aura une partie correction de l'exercice pratique et une autre partie questions-réponses. Mais vous pourrez aussi avoir une correction de l'exercice pratique durant cette session-là. Très bien, merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions concernant le calendrier de cet accélérateur climat? Ok, si c'est tout bon, eh bien, je vais continuer. Alors, pour aujourd'hui, vous deviez donc regarder ces 3 vidéos de Académie. Donc, principalement les 2 vidéos du module 3 et également le practical exercise que l'on va voir juste après. Donc, voilà, je vais faire un petit retour sur ces vidéos que vous avez regardées pour aujourd'hui. L'exercice pratique, comme je vous l'ai dit, sera corrigé le 17 octobre à 9 heures sur Zoom. Ou alors le 24 octobre à 8 heures également sur Zoom. Est-ce que vous avez bien tous reçu les liens pour vous connecter à cette réunion? Ou est-ce que vous avez besoin que je vous renvoie le lien pour la session? Je vois que peut-être pour vous redonner l'information, je vais partager le lien des 2 réunions Zoom dans le chat pour que vous puissiez directement y avoir accès. Je les avais envoyés par mail, mais c'est mieux que je vous le renvoie directement sur le chat ici. Donc voilà, la vidéo numéro 1 était l'exercice pratique. Et la deuxième vidéo que vous deviez regarder aujourd'hui était sur le dossier d'entreprise SVT. Donc, cette vidéo consistait à vous faire un récapitulatif de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Oui, Laetitia, vous avez une question? Oui, c'était juste 8 heures le matin, le 24 octobre, c'est ça? Oui, malheureusement, c'est un créneau horaire 8 qui heures est organisé. françaises. Oui, Oui, voilà, c'est ça, d'accord. c'est 8 heures, heure française. C'est un créneau qui a été dévoilé pour tous les réseaux en Europe et ça vient du siège à New York. Donc, malheureusement, on n'a pas trop de flexibilité concernant ce genre de session. Et effectivement, alors moi je comprends pas parce que j'avais un accélérateur climat, moi, prévu à 15 heures le Oui, 24. c'est ça tout à fait. C'est ce que j'expliquais au début de cette présentation. C'est que vous aurez une session organisée par le siège à 8 heures qui sera dédiée à la correction de l'exercice pratique et à vos questions-réponses. Et ensuite, vous aurez l'accélérateur climat à 15 heures que j'organiserai moi, qui portera sur la continuité de vos vidéos d'académie sur le management des émissions de GES. D'accord. Donc le 8 heures, c'est pour ça que c'est 8 heures, heure française, c'est parce que c'est, international en fait. D'accord. Voilà, c'est ça tout à fait. Ce sera OK. une session qui sera en anglais et il y aura les participants de l'accélérateur climat de tous les autres réseaux du Pacte mondial. OK, merci. Je vous en prie. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je sais que ça peut être un peu déroutant des fois, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions par rapport au calendrier.
Bien, alors voilà, pour la vidéo que nous avions à voir pour aujourd'hui, il était question de faire un récapitulatif de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, de voir quels sont les avantages de fixer des objectifs SBTI, de voir aussi comment est-ce que, quelles sont les procédures, les étapes à respecter pour s'engager. Donc voilà, pour vous faire un petit récapitulatif, je vais passer rapidement sur les avantages pour les entreprises à fixer des objectifs SBTI. Le tout premier est que le fait de fixer des objectifs SBTI à court ou à long terme vous engendre de nouvelles opportunités qui découlent de la transition vers une économie à faible carbone ou à net zéro émission si vous fixez vos objectifs à long terme. C'est le fait de définir vos nouveaux objectifs à long terme qui pourra ensuite faire aligner vos offres de produits ou de services sur des solutions de remplacement à faible teneur en carbone. Je vous rappelle aussi que pour fixer vos objectifs à long terme, vous devez intégrer une stratégie de neutralité carbone à horizon 2050. C'est une condition sine qua non pour que vos objectifs à long terme soient efficaces et intelligents, que ça soit vraiment une réelle utilité. Et vous ne pouvez pas fixer des objectifs à long terme si vous n'avez pas d'abord fixé des objectifs à court terme. Ça aussi, c'est une condition pour faire valider vos objectifs. Vous devez d'abord fixer des objectifs à court terme pour ensuite vous aller vers le long terme. Voilà, je pense que c'est aussi important de garder ça en tête. Le deuxième avantage de fixer des objectifs SBTI, c'est que vous anticipez l'évolution des réglementations, des politiques et des marchés en fonction de votre zone géographique, de votre secteur d'activité ou encore de votre taille d'entreprise. Donc, on le sait que les réglementations ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre ou d'un secteur à un autre, mais le fait de fixer vos objectifs en amont vous permettra d'anticiper les risques. Vous pourrez atténuer ces risques liés à la transition de votre économie et vous pourrez donc mieux intégrer les nouvelles réglementations. Donc, je pense tout d'abord à la CSRD, à la réglementation européenne qui va tous nous englober, va tous nous prendre tel un raz-de-marée qui va être imposé à toutes les entreprises. Le fait de fixer vos objectifs SBTI en amont vous permettra de mieux remplir votre CSRD quand vous y serez quand vous serez concerné. Donc vraiment, vous avez tout à y gagner en fixant vos objectifs en amont. Également, comme avantage de fixer des objectifs SBTI est d'accroître votre compétitivité en fonction de votre secteur et de votre offre. Donc voilà, le fait de fixer un objectif SBTI, ça vous fait monter en crédibilité et ça vous place dans un réseau d'acteurs qui ont déjà eu leurs objectifs validés par SBTI et vous accédez par cela un niveau de maturité plus poussé. Et vous pourrez donc ensuite gagner la confiance de vos parties prenantes. C'est aussi ce qu'attendent les parties prenantes, c'est de pouvoir être rassurés quant à votre niveau de maturité sur vos engagements dans le développement durable. C'est ce que le business case essayait de vous expliquer, que la raison pour laquelle certaines entreprises passent le cap de l'objectif SBTI, cela provient de certaines parties prenantes qui, comme les investisseurs, incitent les entreprises à aligner leurs objectifs à long terme en faveur du climat et pouvoir, entre guillemets, avoir une sécurité dans leurs investissements. Et aussi pour définir avec vous des stratégies d'investissement à long terme. Donc, c'est ça vraiment le cœur de cet avantage-là, de pouvoir à la fois rassurer vos parties prenantes et de pouvoir continuer à avoir une bonne relation d'affaires à long terme avec eux. Et aussi, tout simplement, ça fera que améliorer votre image de marque auprès du grand public.
Donc voilà pour ces avantages-là. La suite de la vidéo, voilà, vous faisiez aussi un autre récapitulatif des avantages que vous avez, les avantages concurrentiels. Ça permet de stimuler l'innovation, améliorer la résilience réglementaire, voilà, améliorer la réputation de votre marque, renforcer la confiance des investisseurs et faire des économies à long terme euh, pour vous les entreprises. Je tenais également à vous faire un petit rappel sur le fait que pour atteindre vos objectifs SBTI, votre plan d'action doit se concentrer sur la réduction des émissions de GES du scope 1, 2 et 3. Vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs SBTI seulement en ayant des projets d'évitement de nouvelles émissions de GES ou des projets de compensation carbone. Ça peut venir en complémentarité de votre stratégie de réduction d'émissions de GES, mais voilà, votre SBTI ne vous validera pas votre objectif SBTI si vous fixez votre plan d'action seulement sur des projets d'évitement ou de séquestration carbone. C'est vraiment sur le scope 1, 2 et 3 qu'il faut mettre tous nos efforts. Donc voilà. Et puis ensuite, le reste de la vidéo, vous faisiez un récapitulatif sur comment définir votre objectif, quelles sont les étapes à respecter tout au long du processus d'engagement. Est-ce que pour vous, cette partie-là vous semble claire? Est-ce que vous voulez que je repasse un petit peu dessus ou est-ce que pour l'instant, les étapes à respecter pour l'engagement SBTI pour vous vous semblent claires? Bon, s'il n'y a pas s'il n'y a pas de questions là-dessus, nous pouvons alors continuer parce que c'est vrai que nous en avons beaucoup parlé durant les séances dernières de l'accélérateur climat. Mais voilà, vous pourrez aussi retrouver toutes les informations dont vous avez besoin sur leur site internet et aussi sur notre guide pratique qu'il y a au Pacte mondial. Donc voilà, on peut continuer sur la troisième vidéo que vous aviez à regarder pour aujourd'hui. Ça, c'était plutôt une étude de cas d'entreprise qui vous dirigeait sur cette page et qui vous amenait ensuite, en cliquant sur le lien, vous amenait sur la page SBTI des études de cas d'entreprise qui ont déjà soumis leur objectif SBTI et qui ont voilà, développé leurs engagements après la validation de leurs objectifs. Donc, c'est ici que vous pourrez avoir tout un témoignage de chaque entreprise qui ont défini leurs objectifs SBTI et qui ont développé leur stratégie par rapport à cela. Donc, je vous conseille vraiment de regarder les témoignages de ces entreprises qui sont vraiment très intéressantes et qui vous donneront une vision beaucoup plus pratique de toute la théorie que nous avons vue jusqu'à présent. Donc voilà, ça fera une belle transition avec le témoignage de Karine chez Caliconsult. Est-ce que, avant que je passe la parole à Karine, Mickaël, est-ce que vous avez des questions sur le calendrier ou sur les vidéos d'académie que nous avons vues? Non, c'est clair, merci beaucoup. Très bien, ok. Eh ben, je vous remercie. Voilà, je vais Excusez-moi. donc. Oui, Moi, j'ai une question. Je comprends pas trop où se trouve l'exercice pratique à ah, télécharger. alors l'exercice pratique, sur Ouais. c'est la vidéo qui est entre le module 2 et le module 3. Oui, mais je le vois là. C'est le Practical Exercise C'est ça? SBTI là. Mais C'est ça. Et en cliquant dessus, vous devrez ensuite Ouais, télécharger un document qui vous permettra d'accéder à l'exercice. d'accord. Ok. Avec avec le preparatory materials, c'est ça?
C'est ça, c'est ça. Ok. Je crois qu'en tout, vous devez avoir plusieurs fichiers à télécharger. D'accord. Si vous avez des difficultés à la télécharger, je pourrais vous l'envoyer par mail, si vous souhaitez. D'accord. Merci. Je vous en prie. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Très bien. Alors, je vais donc maintenant passer la parole à Karine de chez Cali Consult. Avant que je passe le lead, je vous demanderai seulement de couper vos micros si vous n'avez pas d'intervention à faire et de lever la main avec le bouton de Zoom si vous voulez prendre la parole. Ça, il n'y aura pas de malentendu et tout se passera bien. Donc voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Karine chez Cali Consult. Merci Merlin. Alors, je prends la main sur le partage d'écran. Alors allez-y. Donc là, normalement, je suis en diaporama, vous voyez bien? Oui, pour moi, Et vous tout est bon. m'entendez bien? Ok, bon, bah, ça marche. Merci de m'accueillir. Donc, comme l'a dit Merlin, je suis Karine Miquel, directrice marketing et RSE au sein du groupe Cali Consult. Et aujourd'hui, je suis là pour vous raconter notre histoire, notre démarche sur le climat et notre histoire avec SBTI. Et vous allez voir qu'elle n'est pas très ancienne. Donc, en 2 ans, on a fait beaucoup de choses. Avant toute chose, c'est intéressant que vous compreniez notre activité. Donc, on est prestataire de services intellectuels. Donc, on vend de la prestation intellectuelle, j'allais dire du papier, mais c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. En fait, on vend des rapports à nos clients. Et on a différents types de prestations. Donc, du contrôle technique construction, de la coordination sécurité et protection de la santé, toutes les prestations qui sont en lien avec l'hygiène, la sécurité et l'environnement, des vérifications techniques réglementaires, tout ce qui est diagnostic immobilier, amiante, plomb, recherche de polluants, la formation, une activité un peu particulière, plus particulière d'ingénierie du bâtiment, d'infrastructure et des ouvrages d'art, et plus récemment, une activité d'audit, notamment en lien avec la CSRD. Donc, vous l'aurez compris, on évolue dans les secteurs du bâtiment, de la construction, mais pas uniquement. On accompagne aussi nos clients sur l'exploitation de leurs installations techniques, de leurs ouvrages tout au long de leur cycle de vie. Donc, on existe depuis 1982, on est environ 2000 collaborateurs, on fait un chiffre d'affaires 2023 autour de 200 millions d'euros et on est implanté majoritairement en France au travers de 85 agences avec un siège à Vélizy. Mais on a également une présence en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. S'agissant de nos engagements, effectivement, on est adhérent du Pacte mondial depuis 2021, donc c'est pas si vieux non plus, et on est devenu administrateur et on en est très fiers cette année. On a des cibles de réduction de nos émissions qui ont été validées par SBTI et c'est bien la raison de ma présence ici. On a également déclaré au CDP tout dernièrement, donc je vous dirai quelques mots par rapport à ça parce que c'est la continuité, c'est intéressant. Que vous dire de plus? On est signataire de la charte de la diversité et on est médaille d'argent EcoVadis. On a également un autre gros engagement. Il y a 2 ans, il y a 6 de nos sociétés qui sont devenues entreprises à mission, conformément à la loi Pacte. Donc, on a une raison d'être dans nos statuts. Laquelle raison d'être est partager nos savoirs au service d'un monde plus sûr, performant et durable. Voilà, et on a 5 objectifs stratégiques qui sont également statutaires, qu'on partage entre les 6 filiales qui sont concernées dans le groupe. Et chaque filiale va décliner des objectifs opérationnels qui doivent permettre d'atteindre les objectifs stratégiques. Voilà, on a eu notre
première vérification OTI en juin 2024 qui s'est bien passée. Ça, c'est donc la présentation de notre groupe. Et maintenant, je vais passer à la partie climat. Donc, on a commencé à s'intéresser au climat. Je vous le disais, c'est assez récent finalement, en 2022. Précédemment, on faisait les bilans carbone obligatoires, hein, puisque pour 2 de nos filiales qui étaient concernées à cette obligation réglementaire. Et en 2022, on s'est dit qu'il fallait qu'on franchisse un cap. Donc, on a, pour la première fois, fait un bilan carbone à l'échelle du groupe pour les années 2019 et 2021. 2020, c'était l'année du Covid, donc ça n'avait aucun intérêt. Et dans l'optique d'aller chercher la validation des cibles auprès de SBTi, on a bien évidemment utilisé le GHG protocole. C'est l'année où j'ai participé à l'accélérateur climat au sein du pacte également. Donc tout ça était cohérent et convergent. À la suite de ça, en 2023, on a calculé, une fois qu'on a eu fait nos 2 premiers bilans carbone sur le périmètre du groupe, on a calculé nos cibles de réduction. Je rentrerai un petit peu plus dans le détail après. On a mis en place un plan de décarbonation. Donc ça, c'est l'ensemble des actions qui doivent nous permettre d'atteindre ces cibles. Et on a fait notre déclaration SBTi, j'y reviendrai aussi. En 2024, finalement, c'est là que beaucoup de choses se sont jouées, puisque en tout début d'année, SBTi a validé nos cibles. Ensuite, en mai, on a nommé un comité de décarbonation pour accélérer, puis ça fait partie des bonnes pratiques. C'est quoi un comité de décarbonation? C'est un groupe de personnes qui sont en charge du suivi du plan et des différentes actions. En juillet, on a fait certifier nos données, les données de notre bilan carbone par un OTI. Donc cet OTI nous a confirmé que notre bilan carbone était bien conforme au GHG protocole. Ça aussi, c'était important pour nous. Et voilà, ça donne de la crédibilité, de la confiance dans ce qu'on fait. Et puis, par ailleurs, c'est valorisé aussi dans à plusieurs endroits chez Ecovadis, mais également dans la déclaration CDP. Et puis, cet été, on s'est attelé à faire notre première déclaration au CDP. Donc, ça, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Mais déjà, pour l'engagement SBTi, donc pourquoi on y est allé? On en a déjà un peu parlé, à cause du pacte mondial et de l'accélérateur climat auquel on avait participé, à cause d'Ecovadis, qui bonifie la démarche. Évidemment, le fondement de tout pour apporter notre modeste contribution à la lutte contre le changement climatique, mais comme je l'ai dit aussi, pour crédibiliser notre démarche et appliquer les meilleurs standards. Pour afficher une transparence par rapport à nos parties prenantes, avoir la confiance des investisseurs, jouer sur notre réputation et, comme le disait très justement Merlin, anticiper les obligations réglementaires, notamment la CSRD. Et puis après, je dois avouer, j'ai cherché, mais je ne connais pas d'équivalent à cette démarche-là, de toute façon, de validation de cible de manière scientifique, en alignement avec les engagements de l'accord de Paris. Donc, je pense qu'on peut faire autrement via comment ça s'appelle, la stratégie nationale bas carbone de la France, mais ça me paraît être plus compliqué. Et là, c'est un référentiel qui est partagé internationalement, donc c'est assez intéressant. Après, l'idée, c'est que je vous montre, que je vous donne en fait vraiment des aspects concrets de ce qu'on a fait lors de la démarche. Donc, je vais vous passer la phase commit parce que là, c'est pas très intéressant. Il n'y a pas grand-chose à faire
sur la première phase, mais c'est l'engagement, quoi. Donc, ça veut dire que c'est quand même une étape marquante. Après, je dois dire qu'on a un peu triché, nous, parce qu'on s'est fait accompagner par un prestataire sur l'ensemble de la démarche, donc South Pole, pour gagner du temps, parce qu'il y a beaucoup, ça vous le voyez actuellement, il y a beaucoup de documentation, donc c'est beaucoup de temps que de lire tout, et puis eux, ils ont des raccourcis et des bonnes pratiques qui permettent d'aller plus vite et sûrement d'aller plus droit au but, avec moins d'erreurs. Donc, si je passe directement à la phase développe, donc là, c'est la phase où il y a pas mal de choix à faire finalement. Est-ce que j'ai pas sauté? Non, c'est bon. Il y a pas mal de choix à faire. Ça commence, il faut déterminer de l'année de référence et l'année cible. Donc, de mémoire, nous, on a pris 2019, mais de mémoire, ça doit être maximum 5 ans en arrière et au plus loin 10 ans plus tard. Donc, assez classiquement, on a retenu 2030. Et puis, il faut choisir court terme ou long terme net zéro, comme le disait Merlin. Alors, nous, pour une première expérience, on est resté pour l'instant sur le court terme. Je vous avoue que 2050, moi, j'y vois pas clair pour l'instant où on sera, etc. Donc, c'était un peu trop engageant pour nous. Et on estimait que ça suffisait dans un premier temps, de s'engager sur le court terme. Ensuite, il faut se poser la question du périmètre. Scope 1 et 2, on n'a pas trop le choix. Il faut être au-delà faut couvrir l'engagement de la cible doit être au-delà de 95% des émissions. Donc, nous, on a choisi d'être à 100% pour des questions de simplicité. Et sur le scope 3, il faut être au-delà du 2/3 des émissions. Mais c'est pareil, pour des questions de simplicité, on a choisi d'être à 100%. Ensuite, le niveau d'ambition pour le court terme, parce que pour le long terme, à chaque fois, l'objectif, c'est d'être en dessous des 1,5 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, sur les scopes 1 et 2, on n'a pas le choix, donc on est resté sur 1,5 degré. Et sur le scope 3, par contre, alors ça, on est resté en dessous des 2 degrés, à 2 degrés. Parce que le scope 3, comme vous le savez, c'est la partie des émissions qui ne relèvent pas de notre activité, qui sont plus dures à maîtriser. Donc, autant on s'est mis un objectif ambitieux en couvrant 100% de nos émissions sur le scope 3, autant on a affiché une certaine prudence en restant à 2 degrés. Pour ce qui concerne la méthode de fixation des objectifs, donc il y a différentes méthodes que vous avez dû voir. La réduction absolue, donc on n'a pas de choix, pas d'autre choix pour nous, parce que tout ça c'est lié au secteur d'activité, etc. Et nous, on n'avait pas d'autre choix que d'être en réduction absolue, mais la question se pose aussi sur le scope 3. Vous pouvez aussi déclarer en intensité physique, je ne sais pas, des émissions par unité de production, en intensité économique, émissions par euro de chiffre d'affaires. Et il y a une dernière solution qui est aussi l'objectif d'engagement des fournisseurs. Je vous avouerai que celui-là, je n'ai pas trop creusé, donc je ne vous en parlerai pas tant que ça. Sur le scope 2, il y a aussi un choix qu'on peut faire, c'est de dire on s'engage à avoir 80% d'énergie renouvelable en 2025 et 100% d'énergie renouvelable en 2030. Voilà pour la phase développe. Ensuite, je vais passer à la phase d'après, submit. Donc, en gros, peut-être que vous l'avez vu, il faut remplir un formulaire d'une 60aine de pages sur le périmètre, les cibles, les exclusions, les données des scopes de l'année de référence et de l'année de reporting. Voilà, donc c'est un dossier assez technique, mais finalement,
à la lumière du CDP dont je vous parlerai tout à l'heure, pas si complexe que ça, même s'il est technique. Je dirais que j'y ai passé à peu près un jour en tout, sachant que, bien évidemment, on est accompagné par un prestataire qui maîtrise parfaitement le processus. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur de la durée de réalisation de tout ça, on a envoyé notre dossier en juillet 2023. Et après, une fois que vous avez envoyé vos dossiers, ils vous disent de choisir une date dans le calendrier. Donc, j'ai pris la première que j'ai pu. Donc, ça m'a amené au 30 novembre 2023. Alors, je ne sais pas du tout aujourd'hui ce qu'il en est, mais là, c'était une durée assez longue. Il y a pas mal de gens qui s'engagent dans la démarche. Donc, ça veut dire quoi? À partir du 30 novembre 2023, là, ça veut dire qu'on commence à examiner votre dossier et qu'il y en a pour à peu près un mois. Et ça, c'est vraiment strictement respecté par SBTi. Donc, comme je le disais, l'examen, il dure un mois. Pour ce qui nous concerne, on a une première série de questions complémentaires, 17, qui ont été faites par un analyste. Et donc, tout ça s'est passé par mail. Et en fait, il précise bien qu'il faut répondre sous 48 heures, sinon il y a un risque de dépassement des délais. Voilà, les questions, c'était majoritairement sur le périmètre couvert, les filiales, les exclusions, tout ce genre de choses, des limites en fait, sur les limites, pas tant sur les calculs finalement. Donc, on a répondu à ces 17 questions et puis après, ça passe de l'analyse, ça passe à l'approbateur SBTi. Donc là, on a une deuxième série de 3 questions. C'est pareil. Et puis, ça, réponse attendue sous 48 heures. Et derrière, je crois que c'était exactement le 10 janvier, on a reçu le fait que nos cibles étaient validées. Mais on a été assez vite. Après, il me semble qu'on a 24 mois à partir de la phase commit pour faire tout ça. Mais bon, on ne voyait pas trop l'intérêt une fois qu'on était engagé de ne pas avancer assez rapidement. Je vous ai remis le sommaire du formulaire où on voit les 60 pages dont je vous parlais, mais les sections importantes. Donc, vous avez des informations générales qu'il faut soigner parce que ça va être toute la description de votre organisation. Donc, c'est vraiment important. Et puis après, on rentre dans une section, la vraie section technique. Donc, des questions générales sur l'inventaire et puis des questions plus précises sur les scopes 1, le scope 2, le scope 3, les exclusions. Des choses plus complexes auxquelles nous, on n'a pas à répondre, tout ce qui est flag et bioénergie. Mais en fonction des activités, ça peut se complexifier. Ensuite, des questions sur les cibles qu'on a prédéterminées, que vous dites, moi, mes cibles, parce qu'il y a vous avez dû le voir aussi, il y a un outil qui aide à calculer les cibles de réduction. Et puis après, la façon dont vous envisagez le reporting. Et ensuite, lors de l'approbation, vous avez le plaisir de recevoir cette lettre qui indique, comme vous le voyez, que nos cibles sont validées avec une trajectoire qui respecte les 1,5 degrés. Donc, donc nous, on est engagé sur une réduction de 46,2% de notre scope 1 et 2 en 2030 par rapport à notre année de base 2019. Et sur le scope 3, une réduction de 27,5% dans les mêmes délais. Donc ça fait plaisir. Et effectivement, c'était le 10 janvier 2024. Bon, après, vous avez le droit de communiquer. On vous donne tout un kit de communication, donc assez chouette. Donc là, en janvier, c'était 5000, mais j'ai regardé sur le site. Aujourd'hui, c'est autour de 6300 entreprises qui ont des cibles qui sont validées. Excuse-moi, Karine, je crois que nous avons une question. Ah, j'ai pas regardé. Je suis concentrée dans mon. Question. Attends. Allez-y, je vous en prie. D'accord. Oui, votre cible des scope 2,
c'est assez courageux pour avoir des énergies renouvelables. Est-ce que vous êtes des propriétaires de votre bureau? Parce que de temps en temps, ça peut être un problème si on a des autres associations dans le même bâtiment, des choses comme ça. Euh, On est Avez-vous locataire. discuté ça? Oui, alors nous, on est locataire, mais ça pèse très peu dans. Enfin, je vous montrerai après un peu la répartition de nos émissions. Ça pèse très peu dans notre bilan. Nous, ce qui compte beaucoup chez nous, c'est voilà, c'est les déplacements parce qu'on a un modèle où on va soit sur les chantiers, soit sur les sites de nos clients. En fait, on a nos collaborateurs, ils passent leur temps en déplacement et en travail de bureau. Donc, c'est tout petit, notre scope 2. Voilà. Après, on s'est pas engagé sur l'énergie renouvelable. Voilà, c'est une des possibilités qu'il y a que j'énumérais, mais on est resté sur la réduction comme elle est prévue sur le scope 1 et 2 sur les mêmes réductions. D'accord. Et ça ne me paraît pas, pour nous, être le plus difficile à atteindre. Je vois Merci qu'il y a beaucoup pour d'autres ta réponse. questions. Oui, en effet, il y a d'autres réponses. Alors, je crois que Joseph était le premier à lever la main. Juste avant, Laetitia, merci Merlin, merci Karine pour le partage. J'ai une petite question concernant les objectifs. Donc, on a vu que sur le scope 3, vous avez un objectif de 27% de Ouais. réduction d'émissions, si je ne me trompe pas. Et après, ma question, c'est plus comment le déterminer? Parce que je sais qu'il y a un outil, effectivement, qui est mis à disposition Ouais, par c'est l'outil. SBTi. Mais C'est est-ce l'outil, qu'après, hein. il y a un arbitrage sur peut-être l'allocation des objectifs de réduction par secteur d'activité? De se dire, par exemple, niveau euh, business travel, on va réduire de X%. Niveau Ah, on peut digital, faire data ça, center. mais nous, on a tout pris. On peut faire ça si on veut, parce que, comme je vous l'ai dit, vous pouvez décider de travailler sur 67% des émissions. Donc, on peut choisir de se dire, bah, moi, je travaille que sur mes déplacements professionnels, mes déplacements domicile-travail ou d'autres choses, si vous voulez. Vous pouvez le faire, mais c'est pas D'accord. le choix qu'on a pris. On est parti sur pour des questions de simplicité mais sur le scope 3, c'est assez ambitieux. Je commence à mesurer Enfin voilà, ça va être J'imagine. assez compliqué. Et 2030, c'est bientôt finalement. C'est vrai que Et pour juste, l'objectif à court terme, pour agir sur votre scope 3, vous devez prendre en compte au moins 67% des émissions liées au scope 3, seulement si le scope 3 représente au moins 40% de la totalité de vos émissions de gaz à effet de serre, ce qui est souvent le cas. d'accord. Mais c'est en effet, comme l'a dit Karine, c'est une condition pour pouvoir agir sur ces émissions et respecter l'objectif à court terme. Et après, dans la pratique, si j'ai bien compris, ça veut dire que, en fonction de cet objectif, il faut mettre en place un plan d'action pour réduire les Ouais. émissions à travers les différentes sources, les différents types d'activités. En gros, il y a un arbitrage à faire. Enfin, j'imagine qu'il y a cette étape-là de se dire, bon, bah, nous, on fait plus de voyages d'affaires ou bien on consomme du cloud, par exemple. Ouais. Ce qui veut dire qu'on va Alors réduire notre après, potentiel. je vais un peu aller à la fin. En fait, là, vous voyez, nous, c'est notre répartition par poste d'émission. Donc, vous voyez que les véhicules d'entreprise, donc ça, en gros, c'est le carburant qu'on consomme. Les achats de biens et services, voilà, c'est deux postes qui, à eux deux, font les 2 tiers de nos bilans carbone. Si on rajoute l'amont de l'énergie qui est totalement lié aux véhicules d'entreprise, on a déjà notre plan d'action qui se dessine assez facilement. Et si on revient assez facilement, c'est pas ça, mais on voit très bien où il faut mettre les gros efforts. Excellent, tout à fait. Et si je reviens sur les bureaux, l'énergie consommée dans les bureaux, comme le demandait Laetitia précédemment,
majoritairement, nos bureaux, ils consomment de l'électricité, ils sont chauffés à l'électricité, on a juste un peu de gaz, ça représente 1% de nos émissions, un peu plus d'1% de nos émissions avec le gaz. Donc on voit où on va mettre les efforts, finalement. Donc en fait, parallèlement au calcul de la cible, après, en face, on a mis des actions qui doivent nous permettre, de façon très théorique, hein, encore une fois, d'atteindre ces réductions. Par poste d'émission. OK. Merci à vous. Merci Karine pour cette réponse et je crois que Laetitia avait une autre question. Oui, donc justement, c'était pour revenir sur ce fameux calcul d'objectifs quand même ambitieux, comme vous le disiez, et vous parliez en fait des déplacements domicile-travail et puis des déplacements sur les sites et sur les chantiers. Comment vous envisagez déjà là de mettre ces efforts pour qu'ils soient efficaces parce que potentiellement il y aura toujours autant de déplacements nécessaires? Est-ce que c'est par en fait l'utilisation de véhicules électriques ou enfin comment vous pouvez parce que nous on est confrontés à ces difficultés-là. Si nos clients nous demandent de nous déplacer, ou si le service qu'on propose nécessite de se déplacer, on ne peut pas faire autrement. Donc comment vous Non, mais je suis envisagez, que ça d'accord. soit en quantité ou en qualité, d'agir? En fait, c'est compliqué. Parce que effectivement, notre modèle et notre valeur ajoutée, c'est d'aller sur les sites. Donc, on optimise tout ce qu'on peut. Mais aujourd'hui, on travaille justement sur l'optimisation. Je vous dis pas que c'est gagné, mais on a demandé aux opérationnels parce que finalement, c'est eux qui connaissent la meilleure façon de s'organiser, de réfléchir à la façon dont ils peuvent faire. Donc, ça passe par... et ça, c'est le cœur des travaux hein, en ce moment, donc j'ai pas la solution miracle. Ça passe par des tournées de chantier, des logiciels de tournée de chantier, de voir tout ce qui peut être fait parce que traditionnellement sur les chantiers ils aiment bien la présence physique, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent se faire à distance également. Donc ça, c'est le premier axe, essayer d'optimiser les déplacements. On a réfléchi aussi à mettre des voitures, une voiture électrique qui servirait par agence, par grosse agence et qui servirait pour les petits trajets. Voilà. Et puis le deuxième axe, c'est les progrès technologiques. Les progrès technologiques, c'est la voiture électrique. Alors pour l'instant, c'est très cher. Hein. Nous, ça nous ferait, si on passe... alors on va être obligé de toute façon avec la loi LOM d'avoir une partie de notre flotte en véhicules électriques, mais en gros, c'est plus 60% de coût sur le parc auto à la cible. Hein. Où nous, notre cible, c'est 75% de la flotte en véhicules électriques. Aujourd'hui, on en a très peu. On a eu à un moment des voitures hybrides, des hybrides rechargeables. C'est pire que tout. Je vous partage tel que c'est, parce qu'en fait, les hybrides rechargeables, elles n'étaient jamais rechargées, donc ou très peu rechargées dans la mesure où c'est des voitures de fonction. Et les personnes finalement roulaient avec un moteur plus lourd, donc qui consommait encore plus. Donc on avait arrêté cette solution-là. Donc là, on est un peu en transition. C'est vrai, Karine, quand vous dites qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il y a voilà, repenser notre flotte automobile, soit de passer à l'électrique ou à l'hybride, mais ça comporte aussi son lot de défauts. Il y a aussi privilégier les transports en commun, qui a aussi son lot de défauts. Il y a optimiser les voyages et
optimiser les trajets de sorte à ne pas faire 15 allers-retours dans la même journée, mais plutôt d'enchaîner les rendez-vous un à un. Mais voilà, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de solution zéro émission. Il y a tout simplement des solutions à réduire ou à limiter les nouvelles émissions. Ouais, puis après, l'autonomie des véhicules électriques aujourd'hui, nous, c'est pas totalement satisfaisant par rapport à notre modèle. Il y a, dans les métropoles, il y a aussi voilà, effectivement, comme le disait Merlin, on peut se déplacer en transport, il n'y a pas de souci, mais des chantiers, il y en a partout, dans la campagne, etc. Et dans des villes moins grandes qui nécessitent une solution de déplacement. Et au-delà de Autre. la disponibilité aussi des possibilités de recharge en milieu rural, il y a aussi le temps. C'est-à-dire qu'il faut aussi, vous en parlez tout à l'heure, pour la problématique des véhicules hybrides, je pense que les gens ne voulaient pas forcément prendre le temps de recharger ou de recharger chez eux. Et là, c'est la même chose avec les véhicules électriques, donc ça reste compliqué. Au-delà de cet aspect-là, je voulais aussi avoir votre approche pour votre troisième poste, qui est quand même les biens immobilisés, et pour savoir en fait pourquoi tant d'émissions sur les biens immobilisés, c'était plutôt sur quel type de biens, et qu'est-ce que vous pensez faire sur ce troisième poste? Alors là, vous me posez une colle parce que j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait là-dedans pour l'instant. Je suis désolée. C'est vrai que ce poste-là, on l'avait pas précédemment et je me rappelle plus ce que c'est exactement. Donc, je suis désolée. C'est pas grave. Si vous voulez, on pourra vous envoyer par la suite, après la présentation, une réponse par mail un peu plus fournie, Ouais, le temps de faire je sais plus nous-mêmes sur les nos recherches pour que vous puissiez avoir une je pense que réponse c'est complète. ponctuel, ça en plus. Que je l'avais pas Vous avez initialement, parlé. donc je pense que c'est un investissement ponctuel. Je voulais revenir aussi, on a commencé à installer des bornes de recharge sur les plus grosses de nos agences. Voilà, pour anticiper sur la suite. Peut-être que nous pourrons revenir sur votre question, Laetitia, après la présentation, et puis on vous fournira une réponse bien détaillée par mail. Ouais, je reviendrai dessus. Je suis désolée, là, j'ai pas. Et je pense que ça concerne le bilan 2023, mais pas. Je l'avais pas précédemment. Je vais reprendre la présentation ou il reste des questions. Je crois qu'il y avait une dernière question. Voilà, c'est ça. Allez-y, je vous en prie. Alors, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un avant moi. Moi, j'avais une question quand vous dites que votre année de référence, c'est 2019, et vous nous indiquez que c'est en 2022 où vous passez de la méthodologie de calcul BGS à GHG protocole. Est-ce que quand votre année de référence, vous communiquez le bilan carbone initial, c'est effectivement avec la méthodologie BGS ou bilan carbone franco-française, ou est-ce qu'il a fallu que vous refassiez en fait les calculs de votre année de référence avec la méthodologie GHG? On a refait avec la méthodologie GHG. Déjà, c'était pas le même périmètre. En fait, en 2019, donc on faisait ce qui était réglementaire, donc ça concernait 2 de nos filiales. Et là, on engage le groupe avec SBTi, donc c'est l'ensemble du périmètre de consolidation du groupe. Donc, c'était pas du tout le même périmètre. Et puis, par ailleurs, on est bien obligé de. Vous pouvez pas faire autrement parce que faut bien comparer ce qui est comparable finalement. Donc, faut recalculer. On a dû recalculer. Et même si on l'avait fait sur le même périmètre, alors je pense que ça aurait été plus vite. Hein. Je connais pas précisément les petites nuances qu'il y a entre les deux méthodes, voilà, mais faut le faire sur le GHG protocole pour l'année de référence également. Tout a été fait selon le GHG protocole. Ok, très clair. Merci.
Ok, merci pour cette réponse. Est-ce que Madame Gauthier, vous avez une question? Allô? Est-ce que vous aviez une question? Oui, mais je pense pas que vous m'entendiez. Oui, alors moi je vous entends très faiblement. Ah, Je ne sais pas si vous pouvez augmenter le son. bah, si vous voulez, je vais essayer de me débrouiller et après je reviens après une fois que j'ai débrouillé mon problème technique. On va faire comme Là, ça. là c'est bon, on vous entend bien. Ok, super. J'ai rien fait. Déjà, ben, un grand merci pour le partage. Alors, je me permets, je suis particulièrement intéressée par la méthode que vous avez appliquée, on va dire, pour décider de vous engager dans ces objectifs qui sont ambitieux. Alors, si j'ai bien compris en résumant, la première étape, ça a été de faire un bilan des émissions sur la méthode GHG protocole. Ensuite, finalement, vous avez décidé de vous embarquer vers SBTI. Vous aviez calculé quels étaient les targets à atteindre donc, sur les scopes 1 et 2 et 3, en décidant du 1,5 sur le 1 et 2 et du 2 degrés sur le 3. Et à ce stade-là, vous avez adressé le dossier vers... à ce stade-là, vous êtes donc engagé. Donc là, je comprends que la lettre d'engagement, qui est la première étape, on est passé assez vite et ne demandait pas énormément de travail, était assez simple. Donc, n'hésitez Ouais, il pas n'y à a me rien, corriger. ouais. Il n'y a rien? Non, non, il n'y a Bah, rien à faire à ce stade-là, juste de dire que vous voulez, enfin voilà, vous récupérez le modèle de lettre et vous dites que vous voulez vous engager. Et à partir de là, vous avez les 24 mois qui courent pour faire la suite, remplir le questionnaire, etc. super. Et du coup, on est considéré engagé dès lors qu'ils reçoivent la lettre, où il y a un temps entre le moment où on l'envoie et le moment où ils disent OK, Il y a un petit temps, mais c'est pas très long. on est sur quel ordre à peu près? Attendez, alors là, c'est pareil, il faudra que je recherche, mais C'est juste ouais, voilà, pour me donner une petite idée. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. regarde Je me si je dis, donc retrouve. finalement, vous vous êtes engagé en montant le dossier sur des targets de réduction par scope et vous avez couvert 100% de chacun de vos scopes. Je comprends parfaitement pour faciliter. Il y avait d'autres possibilités, mais c'était votre choix. Et finalement, quand vous êtes engagé, vous n'aviez pas, à ce stade-là, une idée extrêmement détaillée des plans d'action que vous aviez menés entre Si, l'engagement si, et 2030 aussi. si, Comment on ça s'est avait passé, déjà ça? fait. Alors, déjà pour répondre à votre précédente question, donc en fait, j'ai eu le retour sous un mois pour suite à la lettre d'engagement, à peu près. Ok, super. Un mois. Ok, Ouais, à peu merci. près un mois. Et ensuite, oui, dans l'ordre, on a déterminé les cibles et on a travaillé tout de suite sur les actions qu'il D'accord, fallait mettre en face pour atteindre les cibles. Donc ça, on l'a d'accord. fait en atelier avec un certain nombre de personnes. Voilà, on a fait des ateliers de travail là-dessus, Ouais. on va dire en intelligence collective, pour définir les solutions qui nous étaient les plus adaptées. Bon, oui, parce qu'effectivement, pour revenir sur le point que vous aviez, vous avez des émissions assez significatives sur la partie véhicule. Et effectivement, atteindre, alors je crois que vous êtes à 47%, c'est ça, de réduire, 46% sur ce scope-là. Alors nous, on n'est pas concerné à cette hauteur-là, mais comme on va devoir couvrir les scopes 1 et 2 de façon séparée, même si notre scope 3 est vraiment dominant par rapport au reste, et que finalement nos véhicules ne sont pas une grande masse de notre bilan général, il va falloir aussi qu'on s'en préoccupe. Nous sommes à l'international et on a tout simplement un problème de se dire qu'en France, on va avoir un certain nombre d'infrastructures qui sont déployées, mais par exemple, ce n'est pas forcément le cas en Turquie. Et on se pose vraiment la question, techniquement, si on ne va pas être en limite pour atteindre ce type d'objectif-là. Je vois que vous posez les mêmes questions et effectivement, à ce stade, on peut avoir des orientations de faire évoluer vers notre flotte, d'optimiser les trajets, bien sûr, mais de là à pouvoir être sûr, au travers de plans d'action détaillés, qu'on va atteindre les objectifs, c'est quand même à ce stade très compliqué, même si 2030, c'est demain. Ouais, je suis d'accord avec vous. Il y a une certaine prise de risque entre guillemets et
voilà, d'autant que donc on est engagé en contraction absolue et que, par exemple, si vous augmentez votre activité, il faut quand même rester sur la, sur la réduction en valeur absolue que vous avez envisagée. Hein. Donc, c'est hyper contraignant, quoi. C'est ça. Et donc, nous, on avait pris une hypothèse de croissance qui était ce qu'elle était, mais voilà. Donc, ça a été modélisé avec cette hypothèse de croissance. Après, bon, pour ce qui nous concerne, il est vrai qu'on compte beaucoup, alors pas uniquement, mais sur les évolutions technologiques. Hein. On se dit que plus on va s'approcher de la cible, plus ça va être performant. Mais enfin voilà, on est bientôt en 2025. C'est pas gagné, quoi. C'est pas gagné par rapport à notre activité. ok. Je peux Donc, pas en vous fait, dire il le y a quand même contraire. une prise de risque qui est là. Vous avez un plan d'action avec, vous savez globalement les actions sur lesquelles il faut travailler et les leviers que vous avez potentiellement à votre disposition. Mais par contre, quand je dis c'est une prise de risque, il y a quand même un niveau d'incertitude à se dire, est-ce que arrivé à 2030, on sera effectivement arrivé à la target ou pas? Ouais, alors là, on est juste. Alors, 2019, pourquoi on a choisi cette année-là? Parce que après 2019, on a commencé à mettre en place déjà des actions. Vous voyez? Donc, on ne voulait pas, par exemple, prendre l'année 2021, qui par ailleurs était était toujours un peu en sous-activité du fait du Covid. Mais bon, ça nous était favorable que de prendre 2019. Il y a ça aussi. Voilà, après, écoutez, on verra. Non, mais ça me convient parfaitement, votre retour d'expérience, parce qu'on est un petit peu dans la même situation. À un moment donné, ça donne un cap et c'est aussi Il une faut prise de prévoir risque. aussi Hein. Voilà, les investissements en conséquence, quoi. c'est ça. Faut Et, chiffrer mm, les actions, il faut les intégrer dans les budgets, etc., etc. et ça, effectivement, ce chiffrage, c'est quelque chose que vous avez fait avant de vous engager dans SBTI Non, ou je vous avoue, on le fait. Là, du coup, j'ai pas mal avancé dessus. On a lancé pas mal d'actions. Il y a aussi des actions qui sont des gains. On a lancé pas mal de petites actions moins significatives, mais vous avez des choses, par exemple, on est passé d'un jour de télétravail à 2 jours de télétravail. Ça joue sur les déplacements domicile-travail. Enfin voilà, on a fait, comment ça s'appelle, mis en place aussi des dispositifs pour les déplacements domicile-travail pour les salariés qui sont concernés, qui n'ont pas de véhicule de fonction. Parce que nous, on a une flotte de véhicules d'environ 1500 véhicules, pour vous donner un peu l'ordre de grandeur. Voilà, donc on a fait pas mal d'actions et là, le fait de répondre au CDP cet été nous a conduit à chiffrer davantage toutes ces actions qu'on n'avait pas encore forcément initiées. Donc le chiffrage, on l'a fait au fur et à mesure. Je pense qu'il faudrait le faire dès le début écoutez, merci beaucoup. pour bien l'intégrer. Merci beaucoup pour cette réponse. Je continue, Merlin, juste Oui. je vous parle un peu du CDP. Donc, je vous disais donc en fait, c'est quoi le CDP? Donc, ça veut dire Carbon Disclosure Project. Donc, c'est un peu une agence de notation sur les démarches de climat. Climat et pas que, hein, parce qu'aujourd'hui, ça s'étend à l'eau, la biodiversité, les forêts et le plastique. Voilà, l'idée c'est quoi? C'est que c'est une grosse base de données sur le climat et les investisseurs peuvent aller piocher dedans. Donc en fait, vous déclarez soit volontairement, soit parce que un investisseur peut
peut venir vous demander de déclarer au CDP. Donc en fait, et à l'issue de ça, vous recevez une note qui va de D- à A. Donc ça peut être D-, D, C-, C, B-, B et A. Voilà. L'intérêt de cette chose-là, c'est qu'en fait, ça vous permet de répondre à la phase disclose du SBTI. D'accord. La phase disclose du SBTI, on vous dit qu'il faut déclarer vos progrès tous les ans par rapport à vos émissions. Vous pouvez le faire de façon tout à fait libre, il n'y a pas d'obligation, mais nous, on a choisi de le faire via le CDP. Pourquoi? Encore une fois, c'est une question de transparence par rapport à notre stratégie et nos parties prenantes. C'est toujours une volonté d'appliquer les meilleurs standards. Ça nous permet aussi de progresser, d'anticiper la CSRD et d'améliorer nos performances. Parce que si le questionnaire SBTI est un peu technique, celui-là, je vous disais, j'ai passé une bonne journée sur le SBTI. Celui-là, franchement, on a dû y passer 10 jours, ouais, une dizaine de jours à plusieurs. Il va beaucoup plus loin. Je vous ai fait une copie d'écran de tout ce à quoi il faut répondre. C'est toute la démarche, la climat qui est embarquée. Vous voyez la gouvernance, la stratégie business, les risques, les opportunités, etc., etc. Et en fait, c'est très proche finalement de ce qui est attendu dans la CSRD. Donc en cela, donc moi j'ai fait ça cet été. J'ai passé une partie de mon été à travailler là-dessus. En cela, je suis très contente de l'avoir fait parce que ça prépare effectivement, je pense, beaucoup à la CSRD. La CSRD s'inspire beaucoup de la façon dont est construit le CDP. Donc voilà, bon, ça, j'ai pas les résultats, je pourrais pas vous en parler plus que ça. C'est très différent, hein. Vous avez un portail qui ouvre en gros de juin à septembre, octobre. C'est là où vous devez déclarer. C'est pas comme le SBTI où vous pouvez vous engager, envoyer votre questionnaire à un peu n'importe quel moment dans l'année. Là, tout le monde répond au même moment sur le portail. Voilà pour cette partie-là. Et puis, c'était tout ce que je voulais terminer par ça, parce que c'est pour moi la suite logique, c'est la suite logique de SBTI. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si, en effet, Laetitia a levé la main. Oui, merci. Donc, oui, encore une fois aussi, merci beaucoup pour vos partages qui sont très éclairants. J'étais étonnée parce que sur la copie d'écran, vous nous dites qu'il faut le faire entre juin et septembre, et en fait, on voit que le portail ferme le 1er décembre. Rien Du ne coup, vous échappe. Ouais, on peut modifier des choses. Alors, ce qui s'est passé cette année, c'est que bon, ils ont revu leur plateforme à plusieurs reprises. Du coup, ils ont un peu décalé la date à laquelle on devait impérativement répondre. Mais je crois que c'était fixé tout début octobre, d'accord? Et que là, vous pouvez modifier des réponses, mais elles ne seront pas prises en compte pour l'évaluation. d'accord. Et ensuite, là, on voit des blocs. Donc, j'imagine, c'est des indicateurs qu'il faut remplir. C'est du narratif aussi. C'est comme pour la CSRD? Alors, il y a les deux. Par exemple, le C07, vous allez retrouver tous vos calculs de carbone, vos cibles, les actions que vous mettez en place, etc., etc. Hyper détaillé, des grands tableaux et tout, bref. Et après, il y a du narratif et il y a aussi des, comment ça s'appelle, des menus déroulants. Beaucoup de menus déroulants. Voilà, il y a de tout. Il y a du chiffre, comme la CSRD en fait. D'accord. Franchement, ça ressemble beaucoup à ça.
Et du coup, là, vous l'avez rempli en ligne, mais vous êtes appuyé sur des fichiers de travail, sur une application? Comment vous avez fait? Vous avez dit que ça vous Alors, a en pris quand fait, même beaucoup de temps cet été? ouais, c'est le SBTI, c'est un questionnaire Word que vous remplissez et puis après vous postez, en gros, schématise ce questionnaire. Le CDP, c'est un portail où effectivement vous remplissez tout en ligne. Vous pouvez faire un export de vos fichiers, etc. Mais bon, ça enregistre vos réponses. Et vous voyez là, vous avez introduction 100%, la rubrique 2 100%, etc. Bah, vous progressez au fur et à mesure. Pour ce qui nous concerne, il y avait une centaine de questions, mais plus vous avancez dans le temps, dans la maturité, plus ça débloque des questions supplémentaires. Et je pense, par exemple, toutes les histoires de crédit carbone. Chez nous, on n'a pas du tout la maturité suffisante pour mettre ça en place. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous. Bah, si vous dites oui, on a mis en place un mécanisme de crédit carbone à l'intérieur de la société, là, ça vous redéplie un certain nombre de questions. C'est pareil, nous, on n'a pas vraiment d'incentive actuellement sur notre équipe de direction sur le climat. Ça, c'est un projet à venir. Donc, du coup, ça nous fait moins de questions. Mais vous voyez, plus vous avez de maturité sur les questions climat, plus c'est long. D'accord. Et là, en haut à gauche, on voit répondre. Vous pouvez poser quand même vos questions, justement, s'il y a des questions qui sont compliquées ou que vous ne connaissiez pas jusqu'à Ouais. présent, pour savoir y répondre. Il y a une hotline, c'est ça? C'est quoi le répondre Oui, à alors, gauche? mais en fait, vous avez un espèce de guide en ligne en même temps. Alors, c'est tout en anglais, hein, ça facilite pas. Enfin, ça dépend pour qui, mais vous avez un espèce de guide en ligne qui vous dit ce qui est attendu. Et ils sont totalement transparents, ils vous expliquent comment c'est noté, etc., etc. Mais je vous avoue que le système de notation est hyper complexe. Voilà, encore une fois, on s'est fait accompagner, nous, pour faire ça, parce que se lancer là-dedans, honnêtement, il y a des choses, toute l'approche par les risques, les opportunités, etc., qui sont vraiment proches de la CSRD. On n'avait pas encore ce niveau de maturité, donc c'est en cela que je pense que ça nous permet de progresser et d'avancer dans le bon sens, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant. Pour moi, de l'avoir fait cette année, je ne regrette pas du tout. Et là, on Oui. voit phase 2 de 3. Donc, en fait, là, c'est la phase d'élaboration, c'est ça? Ou ça marche comment? Là, je l'avais posté, je vous ai fait juste alors, il faudrait que le mieux, ce serait que je vous montre directement le portail, mais je ne sais pas si je vais pouvoir faire ça. Et ça coûte une cotisation comme un abonnement Ah à oui, je Covadis? vous ai pas parlé de ça. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'info. Donc, le CDP, c'est environ 2500, ouais, c'est 2800 € hors taxe, je crois. Et SBTI, c'est environ $10 000. J'avais prévu de vous en parler. Vous faites bien de me reposer la question. Alors ensuite, les tarifs varient en fonction de la oui, de la taille des taille. entreprises. Oui, les tarifs pour SBTI ne sont pas les mêmes pour les PME que pour les grands groupes. Mais en effet, pour ce qui est du tarif sur CDP, j'avoue que je ne sais pas. Je vous dis, je pense qu'il est unique là pour le coup. En tout cas, moi, c'était autour de 2800 € Ok, hors super. taxe. D'accord, ok. Et là, vous voyez le portail. D'accord. À l'inverse d'Ecovadis, ça peut être pris en charge complètement par les sociétés qui vous demandent d'y répondre. Enfin, nous, on y est soumis à la demande du groupe Accor. Et pour le coup, nous, il n'y a pas du tout de coût. Le coût, il est absorbé par le groupe Accor qui en fait une Sur le obligation. CDP? Oui, tout à fait. Alors Ok, qu'Ecovadis moi, est je l'ai fait de aussi, façon volontaire. Mais
Mais vous, Monsieur Régis, vous êtes soumis, c'est parce que Accor, c'est votre Un gros investisseur? client. Non, Ah, non, c'est parce un. que c'est un gros client. Ouais. D'accord. Et c'est lui qui contractualise, enfin, c'est lui qui reçoit la facture ou comment ça fonctionne? C'est lui qui nous on reçoit un mail nous disant il est temps de répondre à CDP, voilà, et donc on a accès à la plateforme, c'est gratuit. Mais oui, c'est lui qui doit en fait avoir un abonnement, enfin un contrat qui couvre X fournisseurs. Ah, d'accord. Ouais, moi, c'est un cas similaire, Laetitia. Similaire à Clément, en fait, ce sont des clients qui nous ont demandé de remplir le questionnaire. Et je pense que ce sont des clients qui ont le statut Supply Chain Members. Et apparemment, ils font partie, en fait, ils ont ce statut-là auprès de CDP, puisqu'ils s'engagent, en fait, dans une initiative dans le but de justement réduire leurs émissions au sein du scope 3. Donc, ils vont engager leur supplier. Et D'accord. donc, dans ce cadre-là, ils nous envoient en fait la demande, euh, nous-mêmes, en fait, de dévoiler nos émissions carbone pour avoir plus de transparence sur ce qu'on fait. Et donc, je pense effectivement de leur côté, ils payent quelque chose. Nous, on n'a pas payé non plus, comme pour Clément. Ok. Et Mais, vous, mais c'est c'est aussi assez long? violent, hein. Ouais. Et c'est aussi long pour vous que ce qu'a décrit Karine là? Je pense qu'il y a différents. Alors, si je me trompe pas, Karine, hein, il y a la partie donc CDP, SMB et la partie corporate en fonction de la taille de l'entreprise, du nombre d'employés, Ouais, d'accord. etc. Nous, on est un peu à la limite des deux. C'est notre aussi première année. Donc, on avait la possibilité d'accéder à la version plus courte du questionnaire, mais qui reprend, j'ai l'impression, la majeure partie des sections que je vois sur l'écran. Mais nous, ça a été un peu moins. Ça n'a pas été très très contraignant dans le sens où on avait déjà commencé la double matérialité, donc l'identification des risques et opportunités. Donc ça avait déjà été fait. On avait aussi des infos. Juste avant ça, j'ai dû faire EcoVadis aussi, donc l'assessment EcoVadis. Et il y avait aussi le rapport de l'UNGC. Et donc parfois il y a des questions, des sujets similaires. Donc je me suis juste inspiré de ce que j'avais complété plus tôt dans l'année pour remplir ça. Même si là, c'est plus un focus climat environnemental que sur EcoVadis ou UNGC, qui est Mm. plus général. Ok. Et là, j'ai une dernière question sur la partie C11, la biodiversité, parce que c'est un sujet chez nous. Comment vous arrivez à vous engager ou à fournir des indicateurs sur la biodiversité? Parce que ça reste compliqué. Alors moi, la biodiversité, pour l'instant, j'y ai pas touché parce que nous, on n'a pas, c'est pas un sujet qu'on a jugé comme étant matériel chez nous. Non, Donc, en effet, le volet biodiversité est très difficile à mesurer. J'ai vu cela de par l'analyse de double matérialité que l'on doit faire pour remplir le SRS numéro 4 de la CSRD. Et en effet, il faut mesurer les impacts que l'entreprise a sur la biodiversité en fonction des impacts de la biodiversité et des 5 pressions qu'exerce la biodiversité sur notre entreprise. C'est assez délicat et c'est assez difficile en effet à mesurer. mais par contre, il y avait à Merlin, il y avait moi, j'ai participé à un groupe de travail sur la biodiversité là, du pacte. Je crois que c'était, je sais plus, si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Bah, Oui, c'était, oui, tout à fait, ouais, c'était moi. ouais. Bah oui, je suis bête. Oui, Mm, en mm. J'y effet, étais aussi. Et c'est aussi pour ça que je repose des questions pratiques de savoir, mais les autres, ils font comment? Parce que nous, pour l'instant, on ne sait pas non plus comment s'y prendre. Ah Est-ce ben que... ça, moi, oui. je fais pas. Je peux pas vous aider. J'y ai pas touché, hein. Je suis en train d'y être en ce moment. C'est vrai que c'est une question qui revient assez régulièrement et donc je ne vous dis pas que j'ai les réponses à tout sur cette partie de mesure des impacts sur la biodiversité, mais tout reviendra sur l'analyse de double matérialité que voilà, j'essaierai de faire un atelier sur ce sujet-là pour que nous puissions un peu plus creuser et que nous puissions un peu plus y voir clair sur ces mesures d'impact. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Je, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si, Karine, tu voulais
Je crois que la présentation était plutôt finie. Ouais, tout à fait. Ce qui fait Je pense que assez le la phase tour. 3 sur 3, Laetitia, ça doit être la notation. Parce que là, on voit bien, le questionnaire, il a été soumis le 23 septembre, il est complet. Et nous, on a demandé à ce que les réponses soient publiques, parce que sinon, ça ne compte pas pour SBTI. Donc, voilà. Mais je pense que la phase 3 sur 3, c'est la notation. Et la première année, quand tu réponds, ta note, par contre, elle n'est pas divulguée. Ok, merci.